Alors, qu'est-ce que coder ou le codage ou le coding? Alors, voici une petite vidéo introductive dans laquelle nous allons voir ce qu'est le coding, pourquoi on code, et un tout petit peu aussi sur la manière de coder. Alors, la définition de coder, la définition du code, que j'ai été recherché sur Wikipédia, est une définition assez intéressante puisqu'elle nous dit qu'un code est une règle de transcription qui, à tout symbole d'un jeu de caractères, c'est-à-dire un alphabet source, assigne de manière univoque un caractère ou une chaîne de caractères pris dans un jeu de caractères éventuellement différents. On appelle l'alphabet cible. Alors, le code dont on parle ici a deux facettes, c'est-à-dire soit le codage de l'information et aussi le codage des algorithmes. Nous allons voir ces deux parties de manière distincte et nous allons commencer par le codage de l'information. Alors l'information, si vous allez voir dans le dictionnaire ou dans Wikipédia, vous allez vous rendre compte que c'est un mot qui a différents sens. On peut parler des informations, du bulletin d'information à la télévision concernant les nouvelles. On peut parler de l'information contenue dans un message lors d'une conversation. Moi ici, je vais plutôt prendre cette définition qui vient encore de Wikipédia, qui nous dit que l'on qualifie d'information toute donnée pertinente que le système nerveux central est capable d'interpréter pour se construire une représentation du monde et pour interagir correctement avec celui-ci. L'information, dans ce sens, est basée sur des stimuli sensoriels véhiculés par les nerfs qui aboutissent à différentes formes de perception. Alors une autre définition peut-être un peu plus simple que celle-ci et qui vient là de moi, donc qui est clairement sujette à caution. Pour moi, l'information, c'est l'interprétation par le cerveau de ce que nos sens perçoivent du monde physique qui nous entoure, sous forme de signaux électriques, ces signaux étant stockés en général dans notre mémoire. Ici, nous parlons évidemment de codage d'information au sens du codage de l'information réalisé par les ordinateurs ou réalisé en informatique. Je rappelle que l'informatique, c'est un mot qui vient de la contraction entre information et automatique, c'est-à-dire traitement automatique de l'information. Donc l'ordinateur, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse calculette qui sait faire des opérations mathématiques et qui sait retenir des données dans sa mémoire. Donc en gros, cette machine ne comprend que des nombres. Le codage de toute information qui nous est perceptible doit impérativement coder cette information en nombres. D'accord? Qu'elle soit de nature auditive, visuelle, tactile, olfactive, ce qui n'est pas tout à fait au point pour l'instant, mais nous devons retrouver un codage en nombres. Alors nous allons voir quelques exemples de codage d'information. Bon, tout d'abord, l'information la plus simple à coder, ce sont les valeurs numériques. Ben oui, par exemple, dans un jeu vidéo, le nombre de vies dont le joueur dispose dans le jeu. C'est une information numérique. En général, on a 3 vies, 5 vies, tout dépend évidemment du niveau de difficulté que vous voulez donner à votre jeu. Et ça, c'est très facile à coder, puisque ce sont directement des nombres. D'accord ? Autre exemple de codage d'information, du codage d'information dit texte. Alors une valeur texte, c'est un label qui va indiquer à quoi correspond par exemple une valeur numérique, à quoi correspond le nombre. Par exemple, indiquer vie à côté du nombre de vies restant, indiquer score à côté du score effectué par le joueur. Et donc en gros, c'est un caractère de l'alphabet, qui peut être majuscule ou minuscule, auquel on va faire correspondre des valeurs numériques. Exemple, à A, je vais faire correspondre la valeur 65, à B, je vais faire correspondre la valeur 66, à C majuscule la valeur 67, à D majuscule la valeur 68, et etc. jusqu'à Z. Je referai la même chose pour les lettres minuscules avec d'autres valeurs. Et ça, c'est extrait d'un codage très connu qui est le code dit ASCII, A-S-C-I-I, et qui est un des tout premiers codes établis par les Américains. Je ne sais plus exactement le sens de l'abréviation, mais bon, ça peut se trouver assez facilement, mais tout le monde parle du code ASCII par habitude, et on en perd parfois la définition exacte.
Le codage des sons. Alors, vous allez voir qu'il y a différentes manières de coder un son. Alors un son, qu'est-ce que c'est? C'est une vibration de pression. Okay, c'est une variation de pression qu'on fait agir dans l'air. Hein, et cette variation de pression de l'air va exciter les tympans et va construire un signal électrique qui sera interprété par notre cerveau comme un son. Un ordinateur, pour créer des sons, il va pouvoir, par exemple, utiliser des signaux électriques, généralement des signaux sinusoïdaux qui ont certaines fréquences. Donc ici, si je prends une plage de temps, qui est la même pour les trois types de signaux, eh bien, nous allons voir que la période de ce signal, c'est-à-dire la valeur plus la valeur d'un temps t plus un temps grand T, dit la période, va être identique au temps t et au temps t plus cette période. Ça s'appelle l'inverse de cette valeur, s'appelle la fréquence. Et donc plus la fréquence est élevée, plus évidemment nous aurons des oscillations sur la même plage de temps. C'est 2 fois plus élevé, 3 fois plus élevé, etc. Donc en gros, si je prends par exemple un son à 440 Hz, ça me donne le La parfait du diapason, une belle sinusoïde comme ça me donne un La parfait, parce qu'elle vaut 440 Hz, et mon oreille va la reconnaître comme étant un La. Si maintenant par exemple je veux donner un timbre à ce son, c'est-à-dire donner un rendu non pas de diapason mais de flûte ou de piano ou de trompette, eh bien je vais simplement ajouter des fréquences plus élevées à ce son et je vais obtenir quelque chose qui va ressembler à un signal un peu plus cassé, une sinusoïde un peu moins belle. Et en fait, ces cassures de la sinusoïde vont me donner ce qu'on appelle le timbre, c'est-à-dire un son particulier émis par l'instrument. Et donc grâce à ça, je peux reproduire, si vous voulez, des sons de différents instruments. C'est ce qui est utilisé par exemple dans les synthétiseurs, que ce soit les petits synthétiseurs jouets, ou que ce soit les synthétiseurs professionnels, ou que ce soit la sortie de certains des PC sur une carte son. Vous avez en général un programmateur ce qu'on appelle un programmateur de fréquences qui permet de jouer là-dessus, qui permet de jouer des fréquences différentes sur plusieurs voix, de faire la somme et de sortir un son qui serait émis par un instrument particulier. C'est une première façon de coder les sons, donc là on va simplement utiliser les fréquences. La fréquence est un nombre, donc c'est très facile de stocker ces fréquences. Alors une autre façon, qui est la façon que vous connaissez peut-être un peu plus, puisque c'est en général la manière dont ça marche quand on utilise des MP3, c'est ce qu'on appelle la digitalisation ou l'échantillonnage. Donc digitaliser, c'est transformer quelque chose de physique en grandeur digitale. Donc, ça s'appelle aussi le procédé de quantification. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va échantillonner. Échantillonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre la mesure d'un signal physique ici, qui par exemple est un son. On va prendre cette mesure à différents intervalles de temps, qui en général sont constants. Ce n'est pas toujours le cas, mais en général on essaye de les rendre constants. Et cet intervalle de temps est appelé grand TE, donc la période d'échantillonnage. Et donc on va mesurer une valeur, qui peuvent être par exemple des volts, ou qui peuvent être des pressions, etc. Et on va les transformer littéralement en valeurs numériques, on va les quantifier. Donc l'échantillonnage, c'est vraiment la prise de valeurs à différents instants dans le temps. La quantification, c'est la transformation de ces valeurs physiques en des grandeurs numériques. Et donc constamment, on va parler de l'erreur d'échantillonnage et de l'erreur de quantification, parce que vous vous rendez bien compte que ce signal n'est pas équivalent au vrai signal rouge, qui est le signal analogique pur. Ok. Alors ces valeurs, évidemment, elles vont être stockées dans la mémoire d'un ordinateur, et ce qui va se passer, elles vont simplement être retransmises, elles vont être retransformées, donc des valeurs quantifiées. La carte son, via un convertisseur numérique analogique, elle va simplement retransformer ces valeurs quantifiées en un signal analogique électrique qui pourrait être envoyé à un amplificateur et de là vers un haut-parleur et qui va vous restituer le son. C'est du son digitalisé. Le gros inconvénient, c'est que ça prend énormément de place en mémoire, puisque là, on s'est amusé à échantillonner, c'est-à-dire à quantifier des périodes du signal. Plus on a de périodes, plus la période est courte, plus la fréquence est élevée, et donc plus le son est de meilleure qualité.
Ici, c'était beaucoup plus simple, évidemment, parce que quand je veux émettre une note, je stocke simplement la valeur de fréquence ou les valeurs de fréquence associées, mais j'ai beaucoup moins d'informations que ici si je veux m'amuser à ressortir tout le morceau dans sa durée. Ok. Et donc, nous en venons maintenant à une autre partie qui est dans le codage de l'information, qui est le codage des images. Alors, une image, vous vous en rendez bien compte, en général, c'est un ensemble de points. Alors les points, contrairement à la notation ou à la dénomination mathématique, en informatique on appelle ça les pixels, c'est des pictures elements, donc c'est des petits carrés lumineux que vous pouvez allumer sur l'écran de l'ordinateur. Ces petits carrés, évidemment, la valeur de ces petits carrés est stockée en mémoire. Alors en général on va les afficher dans un repère dit orthonormé. Alors pour ceux qui ne sont pas au collège ou qui n'ont pas encore vu les rudiments de géométrie analytique, ça vous parlera très rapidement, les autres vous connaissez très certainement. En gros, il suffit simplement de prendre un plan, de le découper en deux axes perpendiculaires, l'axe des X et l'axe des Y, et on va simplement graduer ces axes pour pouvoir se repérer dans ce fameux repère ou système de coordonnées. Et donc par exemple, le point que j'ai mentionné ici aura une coordonnée 3 en X et une coordonnée 3 en Y. Et donc si je tire une perpendiculaire ici et une perpendiculaire là-bas, au croisement je vais trouver le point. Alors je fais ça pour tous les points de mon image, et donc je me rends compte que je vais avoir une multitude de coordonnées XY. Ces coordonnées XY sont des multiples de la base ici, qui représente un petit carré, et donc ce sont des nombres. Après c'est ça, l'électronique de l'écran LED qui va devoir se débrouiller pour savoir quel point allumer sur l'écran et vous faire le rendu de l'image. Mais dans l'ordinateur, dans la mémoire de l'ordinateur, ce sera codé en valeur XY. Vient ensuite le codage de la couleur. Alors il y a deux manières de faire, c'est un peu comme pour les sons. Il y a la manière un peu bête qui consiste à faire un peu comme les électriciens, c'est-à-dire, je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est une manière simple de faire, on attribue simplement un numéro ou une couleur. 0 c'est le noir, 1 c'est du brun, 2 c'est du rouge, 3 c'est de l'orange, 4 c'est du jaune, etc. Dans les premiers ordinateurs, ça marchait comme ça. On avait une table, une lookup table, comme on appelle ça, donc une table d'équivalence des couleurs. Une autre manière de procéder, peut-être beaucoup plus intéressante, c'est de travailler avec des composantes des couleurs primaires. Donc la couleur rouge, verte et bleue sont des couleurs primaires, et à partir de ces trois couleurs, en les mélangeant dans des proportions voulues, vous pouvez obtenir à peu près n'importe quelle couleur. Donc là, on va utiliser un pourcentage des composantes de rouge, de vert, de bleu. Dans la pratique, on n'utilise pas le pourcentage, mais on utilise la valeur absolue. Donc on aura une variabilité de 0 à 255 pour le rouge, 0 à 255 pour le vert, 0 à 255 pour le bleu. Et à partir de là, vous pouvez déjà vous amuser à calculer le nombre de couleurs que vous allez pouvoir créer, mais c'est quand même une palette assez énorme. Voilà, donc ça c'est une idée de codage. Et donc à chaque point, à chaque coordonnée de point, on va faire soit correspondre une couleur via une table d'équivalence, ou alors simplement trois composantes RGB. Ceci coûte évidemment nettement moins cher en mémoire que ceci. Alors, une autre façon, évidemment, de récupérer, donc pour créer votre image, soit vous la codez point par point, donc vous dessinez ça sur un papier millimétré, et puis vous remplissez la mémoire de l'ordinateur avec tout ce que vous avez sur le papier, ce qui est quand même pas fondamentalement évident. Une autre façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un CCD, donc c'est un Charge Coupled Device, donc en gros c'est une matrice constituée d'éléments photoélectriques. Et donc ces éléments, s'ils sont éclairés, s'ils ne sont pas éclairés, ils vont vous donner des zones noires. S'ils sont plus éclairés, ils vont vous donner des zones blanches. Et donc on va représenter par exemple les zones blanches en dessous d'un certain seuil. On va considérer qu'elles valent 0. Et les zones noires en dessous d'un certain seuil, on va considérer qu'elles valent 1. Et donc vous allez obtenir ici, par rapport à une image réelle que vous observerez, l'image réelle telle qu'elle apparaîtra sur la grille du CCD, telle qu'elle apparaîtra en sortie du CCD, et telle qu'elle sera stockée dans la mémoire et qu'elle sera rendue, donc là ce sera son stockage mémoire, et ça c'est la manière dont elle sera rendue en fait à l'écran. Vous voyez que c'est pas beau, parce qu'on a des pixels, on a un effet crénelé, donc c'est assez dégoûtant.
Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des techniques, on verra plus loin, des techniques graphiques qui permettent justement d'enlever ce qu'on appelle cet anti-aliasing, hein, donc c'est cet anti-crénelage, et de donner une image beaucoup plus douce, en fait, beaucoup moins acérée. Et donc nous verrons tout de suite après à quoi ça correspond. Donc on a parlé du codage de l'information, on entre maintenant dans la deuxième partie qui est le codage des algorithmes. Donc je ne vais pas refaire tout un foin sur les algorithmes, on avait dit simplement, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc on avait dit l'algorithme il peut se décomposer en opérations séquentielles, en opérations de branchement conditionnel et en boucle. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez plus de détails là-dessus. Alors il faut savoir qu'en fonction de la nature de l'information, on peut effectuer un certain nombre d'opérations séquentielles dessus, ou pseudo-séquentielles en tout cas. La première c'est le rendu, c'est-à-dire l'affichage par exemple pour des valeurs, ou le rendu d'un son, ou le rendu d'une image, etc. À cela viennent s'ajouter d'autres opérations, par exemple sur des numériques, on va avoir du plus, du fois, du moins, du divisé. Si ce sont des numériques dits booléens, donc des bits, 0 et 1, on va pouvoir utiliser un certain nombre d'opérations logiques, telles que les et logiques ou exclusifs, décalage vers la droite, décalage vers la gauche, enfin bref. Sur les chaînes de caractères et les caractères, on va pouvoir aussi, outre le rendu ou l'affichage, réaliser d'autres opérations dites pseudo-séquentielles. Donc c'est par exemple la concaténation. Donc concaténer, c'est simplement ajouter d'autres caractères dans une chaîne de caractères existante. Par exemple, ajouter un mot à une phrase. Si le mot n'existait pas et que vous venez l'ajouter en fin de phrase, vous faites une concaténation entre la phrase et le mot. On va pouvoir faire des recherches, retrouver des mots dans un texte, et sur base de ces recherches, effectuer des substitutions. Donc ça, c'est toute une série d'opérations qu'on va faire sur des caractères, et qui peuvent être réalisées dans une opération séquentielle. Les opérations sur les images, encore une fois, le rendu de l'image, mais on peut aussi faire d'autres opérations dites séquentielles, telles que le blitting. En gros, c'est une copie d'une portion d'image vers une autre portion d'image. C'est très utile dans les jeux vidéo, quand vous faites des animations, des sprites ou des choses comme ça. Faire des splines, donc c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on a une image dégoûtante qui est très pixelisée, eh bien on va pouvoir au final essayer de l'atténuer et de donner quelque chose, un rendu qui ressemblera à ça. Donc ça s'appelle un spline ou un algorithme de Gouraud. Donc c'est un algorithme d'anti-aliasing ou d'anti-crénelage. Des opérations dites de clipping, donc en gros le clipping, ça veut dire supprimer ce qui ne doit pas apparaître. Par exemple, si vous faites un monde en 3D, vous n'allez jamais vous amuser à faire apparaître l'entièreté du monde dans la fenêtre écran qui suit le regard de l'utilisateur. Vous ne ferez apparaître que les points qui vous intéressent. Le reste sera clippé, donc en gros ça sera éliminé. Alors du filtrage, ça c'est un petit peu plus compliqué, dans le sens où le filtrage, donc l'idée c'est simplement d'éliminer de l'information qui ne nous intéresse pas. Donc on va éliminer simplement un certain nombre de fréquences. On a parlé tout à l'heure de fréquences dans les sons. Eh bien on va éliminer les fréquences qui ne nous intéressent pas. Par exemple pour nettoyer une image, si j'ai une image dite bruitée, donc j'ai de l'information à haute fréquence qui vient perturber, qui vient enlaidir mon image, et bien en filtrant je vais pouvoir éliminer cette information à haute fréquence et avoir une image plus propre et mieux rendue. La compression, donc la compression c'est la même chose, simplement il y a peut-être des fréquences, il y a de l'information à certaines fréquences dans le signal qui ne sont pas perceptibles par mes yeux, donc ça sert absolument à rien de la garder, donc on va l'éliminer, et en l'éliminant, on va pouvoir regagner de la place, parce que de toute façon, comme c'est de l'information inutile, c'est pas la peine de la stocker. Opération sur les sons, même chose, outre le rendu, du filtrage, à nouveau, si vous avez un son bruité, parasité, etc., eh bien vous pouvez éliminer en appliquant des filtres mathématiques adéquats, tels que le filtrage par Fourier. Enfin bon, il y a tout un tas de techniques qui permettent de filtrer. Vous allez pouvoir éliminer en fait ces bruitages parasites. Et même chose pour la compression. Par exemple, toute information à une fréquence en dehors des 20 Hz, 20 kHz n'est pas entendue par l'oreille, donc vous pouvez jeter tout ça et regagner de la place. Alors par exemple, ces compressions, vous avez déjà, là, le MP3, c'est une compression au niveau des sons.
on élimine tout ce qui est en dehors du 20 kHz. Donc en gros, c'est un filtrage fenêtré. Exactement la même chose pour les images. Quand on parle de JPEG, c'est la même chose, c'est du filtrage fenêtré. Donc tout ce qui sort d'une certaine plage visible par les yeux est éliminé. Je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails, mais on voit qu'on peut coder ce type d'opération logique d'un point de vue algorithmique. Donc les opérations séquentielles, codage des opérations séquentielles, j'en ai parlé. Codage du branchement conditionnel, c'est tout à fait faisable aussi. Et si vous avez des opérations séquentielles plus des branchements conditionnels, il n'est pas très compliqué de réaliser des boucles. Alors comment on fait? Simplement, à chaque opération qui sera effectuée par l'ordinateur, on va associer un ou plusieurs nombres. Alors j'ai pris un exemple ici, un exemple assez méchant, puisque bon, comme je l'ai dit, l'ordinateur ne comprend que des nombres, y compris pour ces algorithmes, pour le codage des algorithmes. Et donc ces nombres s'appellent le langage machine. Langage machine parce que c'est le langage dans lequel on va donner des ordres à la machine. Alors évidemment, comme ce langage est totalement imbuvable, vous n'allez pas retenir des trucs comme ça, c'est complètement ridicule. L'ordinateur il comprend, mais nous on ne comprend pas. Enfin, on comprend certains, mais c'est un peu tricky. Donc on a inventé un langage dit langage basé sur des mémoniques qui s'appelle le langage assembleur. Donc les mémoniques, c'est un mot qui va correspondre à la valeur. Et donc par exemple j'ai pris des mémoniques du processeur Z80, le bon vieux Zilog, qui existe toujours d'ailleurs, puisqu'il y a toujours des petites applications qui tournent en Zilog. Et ici, j'ai pris par exemple une instruction qui est LD 1,32, ça veut dire charger la valeur, donc load 1,32, ça veut dire charger la valeur 32 dans le registre accumulateur A. Alors ce fameux registre accumulateur, c'est une petite zone mémoire qui est définie dans le microprocesseur et qui a un accès très très rapide. Et ici, j'ai créé une instruction de branchement, par exemple, qui s'appelle jump, donc JP pour jump, non-zero 40062. Alors, non-zero, il y a un registre spécial quand vous faites une opération mathématique de comparaison, par exemple. Si vous voulez comparer qu'une valeur est égale à une autre, vous faites la soustraction par rapport à la valeur de comparaison. Donc là, ici, je fais un sub 32, eh bien, je vais me retrouver avec 1 qui vaut 0, et donc le bit Z, oui, je dis bien, le bit 0 d'un registre d'état va passer à la valeur 0. Et ici, il va dire, si cette valeur n'est pas 0, et bien à ce moment-là, je me branche vers l'adresse mémoire 40062. Et donc pour le LDA32, on a vu l'instruction machine de LDA, c'est 62, la valeur 32, c'est la valeur 32, le JPNZ, c'est 194. Alors le 40062, on l'a codé, ce qu'on appelle un codage Little Indian dans ce cas-ci. Donc en gros on a divisé 40062 par 256. Le résultat de la division entière est appelé le byte de poids fort ou l'octet de poids fort. Le reste de cette division est appelé le poids faible. Donc si vous faites ça, vous allez voir que la division c'est 156, donc ça c'est le poids fort. Et le reste de cette division c'est 126, c'est le poids faible. Et en Little Indian, on met d'abord le poids faible et puis le poids fort. Alors c'est vrai que le codage décimal n'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux foutu pour se représenter évidemment, pour se représenter le code machine. Le code binaire est évidemment encore pire, mais le meilleur codage, je ne vais pas le voir ici, mais c'est le codage hexadécimal, parce que là vous allez retrouver directement les valeurs du poids faible et les valeurs du poids fort. Il n'y a qu'une personne qui travaille en assembleur qui s'amuse à travailler en décimal, tout le monde travaille en hexadécimal. Ça c'était juste pour la petite histoire. Donc le codage de l'algorithme et de l'information sont tous deux stockés en mémoire. Vous allez retrouver des segments en mémoire dans lesquels vous aurez des données, c'est-à-dire de l'information, le data segment, et vous aurez des segments, des zones de mémoire dans lesquelles vous allez retrouver du code, ce qu'on appelle souvent le code segment, qui est le registre CS par exemple, si vous faites du 80-86 ou si vous vous amusez avec l'assembleur des Pentium, vous allez retrouver en général ce genre de notions. Alors le processeur, évidemment, il ne fait pas tout seul, il ne fait pas les affichages tout seul, il ne sort pas du son tout seul, donc il possède des périphériques, en général des périphériques internes, donc ce sont des circuits électroniques qui viennent se greffer sur la carte mère, qui sont pilotés via des bus et des ports d'accès. Et en général, ces périphériques sont des convertisseurs analogiques, numériques analogiques,
ou analogique numérique si ce sont des périphériques d'entrée. Donc la sortie, en général, on part du numérique vers l'analogique, l'entrée, on part en général de l'analogique vers le numérique. Le processeur restant bien évidemment le chef d'orchestre de tout ça, puisque c'est lui en fait qui va organiser l'écriture dans les ports et l'envoi des données sur les bus de ces périphériques. C'est pas eux qui vont décider tout seuls des données qu'ils vont devoir traiter ou convertir. Alors quand on parle de codage, évidemment, nous avons vu ici le langage machine, je reviens pas dessus, 62, 32, 124, 126, 156, c'est quand même pas génial, c'est quand même pas très lisible. Donc nous avons inventé, les informaticiens ont inventé dès le début des langages de programmation. Donc vous avez eu un premier exemple qui était l'assembleur. Enfin, vous constaterez quand même que c'est pas le langage le plus parlant, le plus génial. Mais voilà, c'était une première tentative. Donc pas mal de langages sont apparus après. Le but de ces langages, évidemment, ces langages de programmation, étant de décrire un algorithme. Alors on a différents types de langages, qui en général s'appuient sur du texte. Donc c'est des textes anglais où on va traduire dans un anglais à peu près moitié anglais, moitié mathématique, l'algorithme qu'on aurait imaginé pour répondre à un problème. Je vous renvoie à la vidéo sur les algorithmes, qui présente aussi les langages, ou des langages plus visuels, comme par exemple Scratch, qu'on utilise souvent pour faire des jeux ou pour débuter en programmation. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de grandes familles de langages. Il y a des langages qui sont dits compilés et des langages qui sont dits être interprétés. Alors un langage compilé, typiquement c'est celui-ci, l'assembleur, on peut dire qu'il est compilé puisque automatiquement ces instructions, ce jeu d'instructions est automatiquement converti en langage machine. Il faut savoir que tous les langages ne font pas ça. D'accord ? Scratch qui tourne dans votre web browser et qui tourne à peu près sur n'importe quelle plateforme, il est évident qu'il n'est pas compilé. Parce que si vous le compilez pour un environnement Linux, il va certainement pas marcher comme ça du premier coup dans un environnement Intel. Donc il y aura probablement ça, enfin dans un environnement Windows. Il y aura probablement la compilation sera très proche, mais enfin il y aura quand même des trucs qui seront pas, qui risquent quand même de poser problème. Étant donné que les couches kernel ne sont pas du tout les mêmes, ça va pas bien aller. Même chose si vous travaillez sur un Mac, si vous travaillez sur un Spark, si vous travaillez sur un DEC Alpha, là c'est carrément l'architecture du processeur qui n'est pas du tout la même, donc là ça va pas aller du tout. Le langage machine que vous allez obtenir tournera absolument pas sur. Donc ces langages sont dits interprétés, c'est-à-dire que vous avez une espèce de machine qui vient se greffer entre le programme et le processeur, et qui va piloter le processeur. Alors c'est très intéressant parce que ça permet par exemple de suivre beaucoup plus facilement un programme à la trace. Ça permet d'éviter des plantages un peu violents si par exemple vous avez un programme qui s'amuse à écrire dans la section de mémoire d'un autre programme. Quand c'est de l'interpréter, avant qu'il n'écrive, vous pouvez dire il essaye d'écrire dans une section qui n'est pas à lui, je le bloque ou je le tue. Quand c'est du compilé, il n'en a rien à cirer, il va aller écrire là-bas, il va aller faire planter l'autre programme qui tourne en parallèle. Voilà, donc ça c'est les différences entre les deux. Par contre, l'avantage de la compilation, c'est que le programme, comme il est compilé directement en langage machine, il n'a pas besoin d'une couche intermédiaire, c'est le processeur qui le traite directement, donc il va aller beaucoup plus vite. Alors comme nous avons vu que la sortie de tous ces langages, qui soient compilés ou interprétés, ça devient quand même du langage machine, c'est-à-dire du code, eh bien on associe souvent l'action de programmer à l'action de coder. Donc écrire des instructions dans un langage de programmation, ça revient à coder. Okay. D'où la question évidemment très intéressante qui est pourquoi coder ? On a vu c'était quoi coder ? Pourquoi on le fait ? Alors coder littéralement, c'est traduire un algorithme en langage informatique qui sera compilé ou interprété en langage machine. Donc en gros, coder, c'est pas fondamentalement amusant en soi. Si vous devez coder le système de commande d'un lave-vaisselle, c'est pas fondamentalement le truc le plus folichon. Alors maintenant, c'est super utile. Moi, j'ai pas de lave-vaisselle, je vais vous dire que on est quand même content quand on en voit un fonctionner.
Mais voilà, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, en gros, c'est utiliser un langage de programmation qui n'est rien d'autre en fait qu'un outil, un peu comme si vous utilisez un marteau ou un crayon. Hein. Je veux dire, si vous tapez sur des clous avec un marteau pour le plaisir de taper sur des clous, ou si vous faites des gribouillis avec un crayon pour le plaisir de faire des gribouillis, même si c'est pour vous faire la main, apprendre à utiliser l'outil, c'est pas fondamentalement folichon. Il y a un autre outil qu'on aurait pu mettre aussi là-dedans sont les mathématiques. Hein. Faire des maths pour faire des maths, en général, enfin, il y a des masochistes qui aiment bien, mais moi personnellement, ça m'a toujours un peu embêté. Hein. Si je vois pas à quoi ça sert, c'est un peu embêtant. Ce qui veut dire qu'en gros, bah oui, voilà, suivre des tutos ou faire des exercices pour apprendre un langage de programmation, bon, c'est bien, mais c'est pas vraiment folichon, et c'est peut-être pas la meilleure voie si vous voulez vraiment avancer ou vous intéresser au monde du coding et donc de la programmation. Ça revient un peu à taper dans le vide avec un marteau, taper sur des clous sans but, ou faire des traits avec un crayon sans aucun but, ou comme je l'ai dit, faire des maths pour faire des maths. Faire des maths pour, je sais pas moi, fabriquer un moteur électrique ou stabiliser la position d'un aileron d'avion, des choses comme ça, bah oui, évidemment, ça a une utilité, hein, parce que bon, si vous pouvez pas le sucer de votre pouce, mais non, si on vous donne des formules de mathématiques qui vous permettent de réaliser physiquement ou mécaniquement ou électroniquement le système ou la machine qui permettra de stabiliser, ben le but évidemment est très différent que de faire des maths pour faire des maths. Okay, d'où parfois la catastrophe de l'apprentissage des mathématiques, parce que les étudiants n'aiment pas. J'en ai fait partie, hein, je vous rassure tout de suite. C'est qu'après, quand j'ai fait ingénieur, que j'ai compris qu'effectivement, les maths, ça pouvait servir à pas mal de choses et ça pouvait nous faciliter la vie dans énormément de domaines. Mais au début, j'étais comme la plupart des gens, hein, je ne voyais pas trop, à part me prendre la tête, ça ne servait pas à grand chose, quoi. Donc voilà. Donc ce qui est important dans le but de coder, c'est pas coder pour rien, c'est d'avoir un projet. Par exemple, coder pour faire un jeu, faire un site web, organiser votre album photo, faire tout un tas de trucs. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut coder pour se faciliter la vie, pour épater la galerie, etc. Ou pour exprimer des choses, simplement. Hein. Quand vous faites un jeu, vous exprimez pas mal de choses, vous exprimez votre univers, vos centres d'intérêt, vous exprimez des histoires, et tout, ça demande une part de créativité assez énorme. D'ailleurs, je dis toujours, faire un jeu pour jouer avec, ça n'a aucune utilité, puisque vous connaissez tout, vous avez déjà fait le monde, vous avez déjà tout inventé. Limite, c'est plus intéressant de faire un jeu, le vendre, pour pouvoir acheter les jeux des autres, parce que là, au moins, vous connaissez rien, et c'est beaucoup plus amusant. Hein, c'est comme utiliser un marteau, bah, si vous faites un arbre des jardins, un apprenti, si vous voulez construire des bricolages en bois, etc. Bah oui, c'est beaucoup plus marrant de montrer ce qu'on a fait avec le marteau plutôt que de montrer qu'on s'est tapé sur un marteau, qu'on s'est tapé sur des clous avec un marteau. Même chose pour le crayon, hein, faire un portrait, c'est quand même plus folichon que hein, se dire tiens, mon projet c'est de faire le portrait d'une personne ou quoi que ce soit, une personne que j'aime, c'est quand même beaucoup plus gratifiant que de faire des gribouillis. Et comme je disais pour les maths, même chose, faire des maths pour faire des maths, c'est pas folichon. Pour fabriquer une machine ou améliorer une machine existante, c'est quand même déjà beaucoup plus sympathique. Alors comme je le disais dans le codage des jeux, ben voilà, les noms, les textes, les graphismes, animations et les sons sont des outils puissants, ce sont des moyens extrêmement géniaux pour vous exprimer, faire passer des idées, faire découvrir aux autres votre univers. Hein, parce que je pense qu'on a tous un peu de l'imagination, de l'imaginaire, et que c'est pas toujours facile de le mettre en œuvre. Donc n'hésitez pas à puiser vos idées dans ce qui existe, dans ce que vous êtes, dans ce qui vous frappe, dans ce que vous aimez et dans ce qui vous définit. Tout ça pour dire que quand vous aurez votre idée, quand vous aurez votre projet, ben le code, lui, il viendra tout seul. Le langage de programmation, vous n'aurez même pas à vous poser la question, ça viendra tout seul. Et vous allez même vous rendre compte qu'à un moment donné, pour atteindre l'objectif, vous allez essayer de vous surpasser parce que simplement, vous allez dire tiens là j'ai un problème, je suis bloqué, comment je vais le résoudre? De vous-même, vous allez aller sur Google, vous allez essayer de comprendre. Si vous faites des tutos, des exercices, ben, une fois que vous avez réussi, hein, vous regardez la soluce, vous dites ah oui ok c'est bien, et puis c'est tout. Là il n'y a pas de soluce. La soluce, ça sera la somme du temps que vous investirez pour essayer de dépatouiller le problème. Ce qui est un jeu en soi. Enfin, certains aiment, d'autres aiment moins.
Donc on a vu pourquoi coder, on a vu coder c'est quoi, pourquoi coder, et maintenant on va voir comment coder. Donc on a dit coder c'est utiliser un langage de programmation qui est un outil. Alors les types de langages, il y en a quand même quelques-uns. Bon, je les ai pas tous repris ici parce que c'est franchement très très exhaustif. Mais on distingue vraiment deux, enfin là j'ai pris 3 gros types de langage, mais en fait il y a 2 gros types, c'est les types bas niveau, les types haut niveau. Le type bas niveau, on l'a vu, c'est l'assembleur, donc c'est un langage dégueulasse qui est très très proche du langage de la machine. Voilà, on appelle du bas niveau parce que vraiment il est pratiquement illisible, enfin il est assez mal foutu. Après dans les hauts niveaux, on a ce qu'on appelle les hauts niveaux déclaratifs. Donc là, en gros, contrairement au langage dit plutôt impératif où vous donnez des ordres à l'ordinateur pour résoudre un problème, ici vous allez énoncer en fait les règles qui définissent votre problème ou les règles qui définissent la chose que vous voulez fabriquer. Alors, là-dedans, on retrouve par exemple le SQL, quand vous travaillez sur des bases de données, ça s'appelle le Structured Query Language. C'est un langage structuré d'interrogation de bases de données. Il est déclaratif parce que vous mettez un certain nombre de règles qui vont lui permettre d'aller tirer les données en les respectant. HTML, XML, c'est la même chose, ce sont des langages déclaratifs qui définissent comment vous allez construire un document. Même chose pour CSS. C'est un langage déclaratif qui vous dit, voilà, vous allez définir les éléments de ce document, les éléments graphiques de ce document, d'une certaine manière. Vous allez donner telle fonte, vous allez donner telle largeur, tel padding dans un div, etc. Et puis vous avez les langages de haut niveau, dits impératifs, qui eux vont définir la solution de votre problème. Et là, on retrouve évidemment le C et C++, qui est utilisé à peu près pour tout. Java, qui est le langage en général utilisé dans les applications de base de données, mais qui couvre énormément de domaines aussi. On peut l'utiliser à peu près dans tout. Il faut savoir que Java, évidemment, est interprété. Donc il est beaucoup plus lent que le C++, et il est beaucoup plus lourd que le C et C++. Sur des systèmes embarqués, Java, vous pouvez oublier. Sur de la petite électronique, ça va pas aller. Basic, c'est un très vieux langage d'apprentissage qui n'est pratiquement plus utilisé. Vous retrouverez encore des réminiscences dans des films comme Bandersnatch ou Stranger Things, saison 2 par exemple. C'est un langage interprété. Scratch, bon, mais ça la plupart des gens connaissent, c'est un langage visuel d'apprentissage, c'est de l'interpréter. JavaScript, c'est un langage pas mal foutu pour faire de l'internet. Même chose, on dit qu'il est full stack parce qu'il vous permet de faire tout. C'est-à-dire en gros, il vous permet de coder l'interface graphique, il vous permet de coder tout le système de rendu des pages HTML, etc. Et il vous permet même d'attaquer la base de données parce que les bases de données NoSQL, comme MongoDB par exemple, peuvent se piloter directement en JavaScript. C'est pour ça qu'on dit qu'il est full stack. C'est de l'interpréter. Python, c'est un langage générique aussi qui permet de faire énormément de choses et qui permet par exemple de faire pas mal de trucs en mathématiques, en intelligence artificielle, etc. Donc c'est un langage qui est pas mal à la mode. Bon, il est un peu particulier parce qu'il est basé sur l'indentation. Bon, c'est ça, enfin, c'est une façon de penser. C'est pas choquant en soi, hein, c'est juste, c'est pas toujours courant, quoi. Et c'est aussi de l'interpréter. L'assembleur, fatalement, il est compilé, donc lui, c'est directement du langage machine. Le C, C++, il est compilé, c'est directement du langage machine. À peu près tous les autres langages exposés ici sont des langages, évidemment, dits interprétés. Donc, tout ça pour résumer, langage, c'est un code, c'est un outil. Hein, donc, il ne faut pas vous prendre la tête. Il ne faut pas vous dire, ouais, pour gagner des sous, je vais devoir coder en JavaScript. Oui, peut-être, mais enfin bon, voilà, ce qui va guider vraiment vos pas, c'est le projet que vous voulez faire. Hein. Si vous voulez faire un super jeu vidéo qui doit avoir un rendu de malade et faire des tas de processing, JavaScript n'est peut-être pas le meilleur outil. Ou si vous devez faire des systèmes embarqués, JavaScript n'est peut-être pas le meilleur outil. Donc voilà, c'est comme je l'ai dit, la nature du projet déterminera le langage à choisir. Si pas de projet, globalement le langage ne sert à rien. Essayez même pas d'apprendre un langage si vous n'avez aucun projet autour de ça. Et comme je l'ai dit, concernant les outils, tout le monde peut utiliser un crayon, mais tout le monde n'est pas Léonard de Vinci. Donc encore une fois, laissez-vous guider par le projet, par ce que vous voulez faire. Et pas par le choix d'un langage pour le plaisir d'utiliser un langage, pour faire ce langage, pour le plaisir de faire ce langage, pour faire des maths, pour le plaisir de faire des maths. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Au revoir et à la prochaine vidéo.